Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 novembre 2022. Oui, le 22 novembre 2022. Hier, ouais, c'est hier matin, lundi, j'ai répondu à un courriel et fidèle à mon habitude, j'ai signé avec mon nom complet, prénom et nom de famille. Et, et donc, Lalonde. Et tout à coup, j'ai réalisé que j'étais maintenant le seul de ma lignée. Que j'étais devenu moi-même l'aboutissement de cette lignée. Il n'y avait plus dorénavant que dans cette branche lalondienne, il n'y avait plus que moi. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit livre, d'un tout petit livre, d'un auteur turc, Enis Batur, qui est à la fois également un éditeur et qui est une figure marquante, centrale de la littérature turque. Littérature dont vous vous doutez bien que je méconnais totalement. Et l'ouvrage porte sur sa bibliothèque personnelle. Alors, je vous montre le livre. D'une bibliothèque l'autre, je doute fort que ce soit une traduction littérale du titre turc, car on y reconnaît la touche célinienne. Et c'est paru aux éditions Bleues autour. Et la préface est signée Alberto Manguel. Et tout part de la réflexion de Denis Batur, tout part à partir du moment où sa bibliothèque disparaît lors d'un incendie. Et comment la bibliothèque renaît de ses cendres. Et comment on reprend l'édification de la bibliothèque. L'édification de la bibliothèque, édification du château de l'âme, pour paraphraser Thérèse d'Avila. C'est aussi ça, une bibliothèque. C'est à la fois une forteresse, c'est à la fois une ouverture, c'est à la fois un temple, c'est à la fois une thébaïde, c'est à la fois une cellule, c'est à la fois un désert qui s'ouvre, c'est à la fois un univers qui se referme sur lui-même, c'est un cloître, c'est un château, c'est une tour, n'est-ce pas? La tour de Montaigne nous a tant fait rêver. Alors sa bibliothèque flambe. Et il recommence. Et il recommence, livre par livre, pierre par pierre, à reconstruire son refuge. C'est un tout petit livre, très très bien écrit. Et en fait, j'aurais envie de dire que c'est un livre de livres. C'est un livre sur les livres, c'est un livre ayant au cœur les bibliothèques. Et je m'en suis porté acquéreur d'un certain nombre il y a quelques jours sur les bibliothèques personnelles. En fait, il y a 10 ans environ, en 2002, peut-être en 2003, j'avais décidé que je n'achetais plus de livres. Imaginez donc. Et que je n'achetais que des livres sur les bibliothèques privées. Alors à ce moment-là, j'ai fait quelques recherches sur le net et j'en ai trouvé un nombre assez important. Mais depuis, le nombre s'est multiplié, car c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens dans le monde du livre. Bon, il y a l'école du on ne garde rien, école à laquelle il va sans dire je n'appartiens pas. Et il y a l'école barrage, il y a l'école on retient les flux. Ça, c'est mon école. On retient les flux, on constitue des dépôts. Et
en réfléchissant encore un peu, j'ai réfléchi à tous ceux dont j'ai eu ouï dire qu'ils avaient perdu leur bibliothèque dans un incendie. Vous vous doutez bien que ça pourrait être une de mes hantises. Mais je ne l'ai pas, car j'ai consenti depuis longtemps à ce que ma propre bibliothèque meure avec moi. Ma bibliothèque personnelle, elle est reliée organiquement à toute ma démarche. Elle est consubstantielle à ma personne. Il n'y a pas de différence au fond entre ma bibliothèque et moi. Et je l'ai dit souvent, je l'ai répété à l'envi, je suis devenu libraire pour n'avoir à jamais quitté ma bibliothèque. Elle est devenue bicéphale, une refermée sur elle-même, et une autre ouverte sur la rue. J'allais dire comme une veine ouverte. Comme une veine ouverte, oui, et qui ne répand pas le sang, mais qui répand le sens. Et où les lecteurs vampires viennent s'abreuver. Parce que les lecteurs aussi, c'est des sacrés vampires. Mais c'est des vampires qui œuvrent en plein jour, les bibliothèques étant fermées la nuit, étant refermées sur elles-mêmes dans les plis de la nuit. Alors j'ai pensé à Benoît Peeters. Benoît Peeters, biographe de Valéry, d'Hergé, de Derrida, romancier également, et qui a perdu sa bibliothèque lors d'un incendie à Paris, il y a quelques années. Les photos qu'il a partagées sur son mur facebookien étaient assez douloureuses. Le plancher cramoisi, les murs noircis, des livres gonflés à la fois par la suie, la fumée et l'eau. L'eau, c'est l'ennemi. L'ennemi numéro 1, l'ennemi premier, c'est le feu. Et celui qui nettoie tout et qui dissolve tout, c'est l'eau. La bibliothèque commence par être brûlée et elle finit par être noyée. Elle finit par être engloutie dans les eaux fumantes. Lambert Schlechter, Lambert Schlechter est très actif également sur les réseaux. Et lui aussi a perdu une immense bibliothèque. Et c'est un poète, il dit de lui-même qu'il est un fragmentiste. Moi, pour ma part, j'aurais envie de dire que je suis un fragmitomane. Non, non, je plaisante. J'avais envie de dire un fragmenteur, mais ça se dit pas non plus. Et donc, Lambert Schlechter a partagé lui aussi des photos et même une vidéo que je vais essayer de vous retrouver et que je vais partager en note de bas d'écran. Des photos extrêmement troublantes. Je pense, si ma mémoire est bonne, peut-être que si j'abuse de cette pauvre mémoire trouée, il me semble qu'il avait filmé l'incendie de sa bibliothèque. Et ça, cet incident est survenu il y a quelques années à peine. Et ce poète reconstitue, jour après jour, sa propre bibliothèque. C'est extrêmement troublant, parce que ce poète a passé sa vie dans sa bibliothèque. On aurait envie de dire la vraie vie n'est pas ailleurs. La vraie vie, elle est intramuraux. La vraie vie n'est plus à l'extérieur. Elle n'est plus ailleurs. Elle est dans l'enceinte fortifiée des livres.
Plus près de chez nous, Robert Lalonde, à ne pas confondre avec mon père. Robert Lalonde a également perdu sa bibliothèque et il a écrit le récit de cette perte. Le titre m'échappe. Et Ennis Batur. Et dans l'ouvrage d'Ennis Batur, d'une bibliothèque l'autre, qui en fait commence par l'incendie de sa bibliothèque et s'ouvre plus largement sur des considérations générales portant sur la bibliothèque personnelle. Et on y croise cette figure hautement symbolique d'Abby Warburg à nouveau. Décidément, Abby Warburg devient un peu une figure presque symbolique en tout cas, surplombant cette série de vidéos. Cette série de vidéos, hélas, nommée la séquence lazaréenne, pour à la fois les raisons que vous connaissez sur le plan personnel et plus largement sur le plan mondial. Alors, je vais vous lire un ou deux passages peut-être, très courts. Le déménagement par bateau des 80 000 ouvrages de la bibliothèque de l'Institut Warburg et de ses archives à Londres représente l'une des aventures des temps modernes les plus mythiques. Cette légende prend naissance avec la proposition que l'aîné des deux fils d'une riche famille de banquiers fait à son frère durant leur enfance. Le grand frère cédera ses parts dans la banque familiale à son cadet, Max, à la condition que celui-ci lui achète, à vie, tous les livres qu'il souhaite. C'est à cet arrangement que nous devons cette bibliothèque sans pareille. À l'origine, la bibliothèque de l'Institut Warburg est une œuvre personnelle, riche d'un éventail de centres d'intérêt dont l'ampleur reste difficile à apprécier. Le grand frère Warburg se voue ici pleinement à l'élaboration de son propre microcosme. Son adjoint, Fritz Sachs, autre grand nom de l'histoire de l'art, précise dans ses mémoires que ce à quoi son maître accordait une véritable importance furent ses relations de proximité tissées entre les livres. On le cite. Tu ne peux pas poser comme règle que le livre que tu recherches est toujours celui qui correspond le mieux à ton besoin, disait Warburg. Celui qui se tient juste à côté peut s'avérer plus approprié. Et moi, qui pendant des années, sans avoir une fois entendu ne serait-ce que le simple nom de Warburg, ai tenté de monter et de remplir modestement mes propres rayonnages, en obéissant à la fois à une sorte d'appel intérieur et à ce jaillissement sauvage des liens tissés entre les livres, je ne me risquerai pas à juger la philosophie qui présida à l'édification de la bibliothèque Warburg. Il se pourrait que je n'ai absolument pas raison. La relation de proximité n'est pas un concept qui se laisse saisir ou domestiquer très facilement. Qui côtoie qui? Les choses qui n'arborent pas leurs secrets et celles dont les causes apparaissent avec clarté se mêlent ici dans un commun levain. Je comprends cette classification, mais je n'ai pas pu lui donner de sens. Une bibliothèque régie par une subjectivité
fait se perdre en conjoncture, en conjecture. Ouais, une bibliothèque régie par une subjectivité fait se perdre en conjecture. Ah oui. Et là, ça peut devenir assez fastidieux et assez compliqué de tenter de relier tous les fils qui peuvent se créer entre les divers ouvrages déposés sur des tablettes. Un titre envoyant à l'autre. Et évidemment, si on a en tête de recréer, à partir de sa bibliothèque personnelle, un classement comparable à celui du Congrès, ou l'autre classification qu'on utilisait jadis dans les bibliothèques publiques de grande envergure, la classification Dewey, si on renonce à créer de l'ordre, à créer de la classification, il est fort probable que la bibliothèque devienne un vecteur de métaphores vives, de troublantes ressemblances, comme rien ne ressemble plus à un livre qu'un autre livre, et rien n'est plus dissemblable d'un livre à l'autre. Tous les livres semblent se ressembler, mais aucun n'est pareil. Et parfois même leur ressemblance physique, troublante, font de telle sorte que le schisme qu'il peut avoir entre eux peut être irréfragable. Alors oui, si je réfléchis à ma propre bibliothèque qui est dans un désordre insensé, j'aurais envie de ici citer Ennis Batur qui cite Warburg. Au fond, ma bibliothèque, c'est un lieu délirant. Mais ce délire aurait un sens qui peut-être me sera-t-il révélé un jour, ou peut-être pas. Peut-être que la question restera ouverte. J'ai longtemps pensé que, entre autres, si je limite mon champ d'investigation à la discipline psychanalytique, on pourrait rapidement en conclure, trop rapidement en conclure, qu'au fond, je recherche mon père. Que d'une certaine manière, ma bibliothèque, c'est un cénotaphe, un tombeau vide. Un tombeau vide pour un grand absent. C'est sans doute pas anecdotique de ne pas avoir connu l'expérience des limites par la présence effective d'un père qui met des limites et sur lequel également on peut s'appuyer. Alors probablement, je me suis adossé à des rayonnages pour pouvoir peut-être me doter d'une structure. Ce sont là des questions que je me suis posées il y a déjà très longtemps. Et j'en ai conclu que je ne devais pas m'y attarder. Car la psyché humaine est tellement protéiforme, avec des zones d'ombre, avec des zones inaccessibles, avec des recoins, avec un inconscient, qu'on pourrait juger, en fait, j'aurais eu plus de plaisir dans cette quête infinie, dans cette lecture infinie du monde, et le bonheur que j'en ai éprouvé, plutôt que d'y chercher des causes par trop navrantes et trop limitatives, et dussé-je m'en contenter, cela aurait pu être très fâcheux pour moi dans la suite de mon existence. D'abord trop rapidement et trop vite trouver des raisons qui, au fond, peut-être ne tenaient tout simplement pas la route.
cette expression latine de l'amour de la recherche, de l'amour de la curiosité. La curiosité qui va avec la quête amoureuse, avec la quête érotique. Au fond, c'est peut-être ça aussi. La bibliothèque n'est pas qu'un cloître. C'est aussi peut-être un lupanar où Aristote fait des mamours au divin marquis. Peut-être que la bibliothèque, c'est le lieu de toutes les outrances, le lieu de toutes les transgressions. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'avec cette montée du religieux, du fait religieux, et son acolyte, la moraline, hein, les deux vont main dans la main, eh bien, peut-être que toutes les questions troublantes ou toutes les réponses extrêmement troublantes que les livres peuvent nous apporter, peut-être que l'esprit de simplification dont font usage bon nombre de nos contemporains, cet esprit de supplication, oui, se heurte-t-il à Machiavel, à Dostoïevski, à tous ces auteurs qui n'ont pas hésité à explorer les coins les plus obscurs de l'espèce, du genre humain. Alors voilà, Ennis batture d'une bibliothèque l'autre. Et dans les prochains jours, je vais vous montrer donc ces livres qui se sont ajoutés à cette partie de ma bibliothèque consacrée uniquement aux bibliothèques personnelles. C'est fascinant. Pour ma part, c'est fascinant. En fait, c'est le thème, c'est pratiquement que le thème central de mes vidéos. Je ponctue cela, évidemment, de révélations sur ma vie privée, mais on ne peut pas non plus dissocier l'homme de son milieu organique, et mon milieu organique à moi, qui est aussi un milieu artificiel, c'est celui des bibliothèques et des librairies. À demain.